Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur les remises en cause économiques, politiques et sociales des années 70 à 1991. On commence dans les années 70. Alors on commence dans les années 70 tout d'abord parce que la guerre froide est en évolution. En effet, il y a un regain de tension dans la guerre froide, les États-Unis qui se retirent du Vietnam dans une guerre hyper violente, de nouvelles guérillas civiles au Nicaragua ou en Afrique menées par l'URSS, mais c'est surtout l'expédition d'Afghanistan en 79 qui est un cuisant échec pour l'URSS. Bref, cette période démarre sur une relance de la guerre froide et une relance des hostilités. De plus, autre changement du début de cette période dans la géopolitique internationale, c'est le rapprochement sino-américain décidé en 71-72 et la rencontre Nixon-Mao à Pékin. Et ça, c'est un virage. Enfin, c'est un virage économique avec le choc pétrolier qui entraîne une crise économique majeure dans le bloc de l'Ouest aux conséquences majeures. Également, les années 70, c'est le début de la montée de l'islamisme, mouvement qu'on verra ensuite, et c'est l'ouverture de la Chine au monde. Donc, les années 70 sont un virage sur plusieurs points et sont une rupture finalement dans la guerre froide qui rend explicable cette coupure dans votre programme de la guerre froide en deux parties. Donc, c'est cette deuxième partie qu'on étudiera aujourd'hui. Et la date de fin, c'est 1991, 1991 en français, la fin de la guerre froide et la chute de l'URSS le 25 décembre. Ça, c'est la fin de la période parce que c'est vraiment une rupture. Et donc, on va étudier la fin de ce monde bipolaire pour, dans le thème 4 de l'année, étudier le monde multipolaire. On se demandera donc quels sont les grands changements économiques, politiques, qui accompagnent et expliquent la fin de cette guerre froide. On procédera en deux temps géographiques. Tout d'abord, on verra les grands changements économiques et politiques dans le monde. Et ensuite, dans un deuxième temps, on verra les grands changements économiques et politiques en France entre 1974 et 88. Alors, tout d'abord, dans un premier point, les grands changements économiques. Donc là, c'est principalement le choc pétrolier et ses conséquences. Conséquences qui sont la dérégulation, la libéralisation et donc l'accélération du processus de mondialisation qui entraîne l'émergence d'un nouveau capitalisme. Alors, ce grand changement économique, on commence tout de suite par le choc pétrolier. Or, le choc pétrolier débute avec un événement déclencheur qui est la guerre de Kippour. Alors, cette guerre de Kippour, elle intervient en 73. Donc, en 73, ni une ni deux, les attaques coordonnées des pays arabes, dont l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, la Jordanie se retient un peu. Hein. La Syrie contre Israël sont soudaines. Israël, le jour de Kippour, d'ailleurs, ça fait penser à l'attaque récente là, qu'il y a eu en Palestine du Hamas contre Israël. Et donc, lors de Kippour, donc la fête religieuse, les Américains, les Israéliens se font attaquer. Ils réagissent immédiatement et obtiennent une victoire militaire. Comme souvent dans les guerres contre les pays arabes, ce qui était déjà arrivé dans les 6 jours, les pays arabes prennent une volée, malgré le soutien de l'URSS. Et là, pour faire pression sur la communauté internationale, les pays membres de l'OPEP, qui sont principalement à ce moment-là les pays arabes, à savoir l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak ou le Koweït, ou encore les Émirats Arabes Unis, font pression sur Israël en augmentant les prix du pétrole. En fait, ils veulent que la France, les Pays-Bas, les Anglais et aussi les États-Unis cessent leur livraison d'armes à Israël, et ils pensent que l'augmentation des prix du pétrole les fera céder. Ça marche bien parce que les prix du pétrole explosent relativement rapidement. C'est ce qu'on appelle le premier choc pétrolier. Alors, les conséquences du premier choc pétrolier sont immédiates parce que ça se traduit par une inflation énorme dans des économies dépendantes du pétrole en France. Et la guerre de Kippour prend fin et seulement en 1974, les restrictions de l'OPEP s'arrêtent. Le premier choc pétrolier s'atténue. Néanmoins, il y aura rapidement un deuxième en 1979 à la suite de la révolution iranienne qu'on verra tout à l'heure. Alors, ça, c'est un premier choc économique qui est le choc pétrolier qui va choquer principalement la France, les pays européens, et on verra, c'est la fin des 30 glorieuses. En fait, c'est la fin de 30 années de croissance économique d'un modèle qu'on appelle le modèle fordiste, et il va avoir des conséquences non négligeables. Ensuite, l'autre réalité, c'est la fin du système de Bretton Woods, qui était essentiel à l'équilibre économique mondial. Alors le système de Bretton Woods, c'est quoi? C'est un système de convertibilité du dollar en or. En gros, les États-Unis détenant le maximum de stocks d'or, le dollar est indexé sur l'or. En 1944, il y a une conférence à Bretton Woods qui décide de cette réalité. Et ainsi, tous les autres monnaies du monde fluctuent par rapport au dollar, qui lui-même est convertible en or. Donc on a un système
de change stable, de change dans lequel les États-Unis garantissent, si vous voulez, les échanges monétaires au travers de la convertibilité hors du dollar. Sauf que dans les années 70, les États-Unis, qui ont une balance commerciale qui commence à être extrêmement déficitaire du fait de la baisse de productivité de leurs entreprises, mais aussi du choc pétrolier, veulent abandonner ce système de Bretton Woods, tout simplement parce que ils ont un stock d'or trop faible et surtout qu'ils veulent dévaluer leur monnaie pour rééquilibrer leur balance commerciale. En effet, si vous dévaluez votre monnaie vaut moins cher par rapport aux monnaies des autres pays et donc du coup vous rendez vos produits compétitifs à l'exportation. Alors du coup, les Américains veulent effectuer cette dévaluation monétaire et mettre fin à la convertibilité hors du dollar en août 1971. Et ça débouche en 1976 sur les accords de la Jamaïque, qui débouchent sur un système de change flottant des monnaies, qui est le modèle que l'on connaît aujourd'hui, et les monnaies fluctuent entre elles selon l'offre et la demande de telle ou telle monnaie. Vous verrez avec vos profs d'économie comment on fait pour fluctuer la monnaie. Il s'agit de plus ou moins émettre de monnaie, donc c'est le taux directeur de la Banque centrale qui va tenter d'influer sur le cours de la monnaie, bien qu'il y ait d'autres facteurs qui interviennent dessus. Donc voilà, c'est les deux grands changements. Pétrole cher, change flottant. Donc on est dans une économie d'incertitude et du coup ça entraîne tout d'abord forcément une crise économique. Hein. En 1975, c'est la première fois que le PIB recule aux États-Unis de 5%, de 2,5% au Royaume-Uni ou de 13% au Japon par exemple. Ça, c'est un premier changement. Ensuite, autre changement, c'est l'émergence du pouvoir des pays du tiers-monde, finalement, qui montre que dans le domaine de l'énergie, ils ont un pouvoir et ils peuvent avoir une force de décision. Et ça va remettre en question le modèle économique des pays développés. Enfin, ça va entraîner une très forte inflation dans les pays développés, mais qui est une inflation exceptionnelle. Parce qu'avant le choc pétrolier, l'inflation était liée à l'augmentation des salaires. En gros, c'était une augmentation de la création monétaire. En gros, l'économie croît, donc il y a une augmentation de la création monétaire, une augmentation de l'émission de monnaie, une augmentation de tout, des salaires, des prix, et l'inflation était vertueuse. C'était pas très grave qu'il y ait une inflation, parce que de toute façon, c'était les salaires nationaux qui augmentaient aussi. Or là, l'inflation est liée à une importation. Donc du coup, le pouvoir d'achat des locaux diminue parce que c'est un produit qui apporte des revenus à l'étranger qui coûte plus cher, alors principalement le pétrole. Et là, ça crée un choc sans précédent parce que le chômage explose, vu que l'activité économique ralentit, alors qu'il y a de l'inflation au lieu d'augmenter, comme c'était le cas normalement en temps d'inflation. Et donc il faut trouver un nouveau modèle économique pour tenter de répondre à cette crise. D'autant que les pays occidentaux sont à leur âge d'or industriel qui est en train de chuter. Il y a une désindustrialisation qui commence à s'effectuer par la mécanisation dans les années 70, mais déjà par les premières délocalisations. En tout cas, dès la fin des années 70, le chômage atteint 9%, chiffre qu'il va maintenir pendant un long moment. Alors, pour faire face à cette crise économique, les solutions qui vont être adoptées vont être les solutions de l'école néoclassique ou alors des monétaristes, qu'on appelle ça, des ultralibéraux américains principalement, qui vont être mis très popularisés par les gouvernements de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan aux États-Unis. Alors, Raymond Barre ou alors Jacques Chirac seront un peu les tenants de cette politique-là en France. L'idée, c'est qu'il faut retrouver la croissance économique rapidement et il faut réduire le déficit budgétaire. Parce que le déséquilibre de la balance commerciale a entraîné un déficit abyssal des économies des États, d'État autant avec un grand E. Donc l'État est en déficit parce qu'il dépense toujours autant d'argent, mais il n'a plus de rentrée parce que l'activité économique a ralenti. Alors pour cela, il s'agit pour les libéraux de déréguler l'économie. Et donc de mettre fin à toutes les entraves en termes de fiscalité, mais aussi de normalisation, à l'innovation, au commerce et à l'investissement. Et donc, pour cela, il faut baisser les impôts sur les entreprises, sur les ménages les plus riches, pour les inciter à investir. Et également, de l'autre côté, il faut baisser les aides sociales de l'État pour inciter les individus à travailler.
Et donc cela pour retrouver l'équilibre et l'optimum du marché tel qu'il est perçu par les néoclassiques. En gros, pour les néoclassiques, si la concurrence est libre et non faussée, on va arriver à une bonne adéquation de la production et de l'offre par équilibre de l'offre et de la demande. Et également, on pourra arriver à une optimisation de l'investissement parce que les acteurs économiques qui innovent seront récompensés sur leurs investissements s'il n'y a pas d'entrave et que la fiscalité n'est pas trop élevée. Donc, ces politiques économiques, elles ont pour effet principal l'augmentation des profits des entreprises. Forcément, il y a moins de taxation et une augmentation des inégalités parce que l'État opère moins son système redistributif. Il n'empêche que ces politiques connaissent plus ou moins de succès. Ça, c'est une question de débat politique. Mais néanmoins, elles sont approuvées par les électeurs vu que les néolibéraux gagnent les élections dans les années 80 et sont au pouvoir. Et puis, de toutes les manières, ça a donné l'économie qu'on connaît aujourd'hui, qui est une économie toujours néolibérale et qui maintient cet adage économique. L'intervention de l'État dans l'économie s'est réduite. Alors, elle s'est réduite non pas dans son aspect beveridgien, son aspect beveridgien, c'est dans son aspect d'assistance et d'aide sociale, mais elle s'est réduite dans sa dimension économique, au sens l'État n'est plus un investisseur économique, les entreprises ont été essentiellement privatisées, les grandes entreprises industrielles, les grandes banques, et reste uniquement public le régalien, mais également les aides sociales qui représentent aujourd'hui près de 50% des budgets de l'État, qui ont très fortement augmenté depuis les années 70. Autre changement économique, c'est l'ouverture de la Chine, alors qui est totalement presque indépendant de ce choc pétrolier et de la fin du système de Bretton Woods, mais il n'empêche que ça aussi, ça participe de l'émergence du libéralisme, qui est un trait commun à cette période. En effet, la Chine, qui est un pays sous-développé, après la mort de Mao Tse-tung en 1976, a choisi comme nouvel homme fort Deng Xiaoping en 1978. Deng Xiaoping qui souhaite ouvrir le pays et met en place une économie sociale de marché, une économie socialiste de marché, c'est pareil, et il ouvre le pays aux investisseurs étrangers au travers de ce qu'on appelle les ZES, zones économiques spéciales, dont la première est créée à Shenzhen à la fin des années 70, au début des années 80, et il met en place une politique des 4 modernisations. Donc il s'agit de relancer l'économie par des plans toujours, mais surtout par un début de libéralisation économique intérieure. Bon, si l'État reste un système de régulation important au travers de la réglementation, il y a un début de décollectivisation des terres agricoles notamment, et surtout il y a une libéralisation des acteurs économiques industriels qui est permise, notamment du commerce. Alors ça va entraîner un rapide essor de la Chine et surtout une croissance extrêmement rapide des investissements directs à l'étranger qui sont opérés par les opérateurs européens et américains. Cette ouverture de la Chine se traduit par la croissance qu'on connaît aujourd'hui, et la Chine qui deviendra ensuite la première puissance économique mondiale. Enfin, d'un point de vue économique, ce qui est très important, c'est l'émergence de la mondialisation. La création du marché unique européen, la diminution des droits de douane qui suivent l'Uruguay Round, qui est un cycle de négociation qui a eu dans les années 80 sur les droits de douane, débouche sur une augmentation énorme du commerce mondial. Donc, pour vous donner une image, il y avait 580 milliards de dollars qui étaient échangés en 1976 et il y a 1900 milliards de dollars qui sont échangés en 83. Donc, en 7 ans, on a multiplié par quasiment 4 la valeur des échanges internationaux. Donc, le début de l'informatique, l'émergence des routes maritimes, les bateaux, les conteneurs sont à leur début, et ça c'est le fait de la fin des années 70, début des années 80, et donc on est dans l'essor de la mondialisation qui est conjointe avec l'essor du libéralisme. Alors après les changements économiques, les changements politiques. Donc les années 70-80 sont des années d'essor de la démocratie libérale. Tout d'abord, en Europe, il y a l'émergence de démocraties au sud de l'Europe avec la fin des dictatures grecques, espagnoles et portugaises. Alors déjà au Portugal, c'est le coup d'État de 1974 qui débouche sur la révolution des œillets et qui lutte contre les héritiers du général Salazar.
En gros, il s'agit de militaires qui sont pas contents de la guerre en Angola et qui souhaitent la fin de la colonisation. Et du coup, ils s'opposent à la dictature et les partis de gauche enchaînent là-dessus. Et c'est la révolution des œillets. Ça se traduit par une constitution qui est adoptée en 1976 et l'homme fort du Parti socialiste, Mario Soares, sera le premier président non militaire de la République portugaise. Cette démocratisation du Portugal émerge en 1986 par l'entrée du Portugal dans la communauté économique européenne. Du côté de la Grèce, il s'agit de manifestations étudiantes qui mettent à mal la dictature des colonels, qui elle n'était en place que depuis 1967. La Grèce avait connu quelques petits épisodes de démocratie, mais c'était épisodique. Et donc, les colonels veulent installer une dictature à Chypre. Du coup, les Américains ne sont pas d'accord. Ils laissent tomber les colonels et le régime tombe tout seul. Et le 24 juillet 1974, la démocratie est restaurée et l'ancien Premier ministre donc, revient d'exil et revient au pouvoir. La Grèce rentre dans l'Union européenne, dans la communauté économique européenne en 1981. Et puis l'Espagne. Donc l'Espagne, là, c'est la mort de Francisco Franco en 1975, qui désigne Juan Carlos comme successeur. Et Juan Carlos qui va permettre à son Premier ministre Adolfo Suárez de mettre en place une constitution qui est adoptée en 1978 et l'Espagne devient une monarchie parlementaire. Alors c'est extrêmement progressif, il y aura même des coups d'État en 81 pour le retour au franquisme, mais en Espagne la particularité c'est qu'il n'y a pas eu de révolution et qu'en fait il n'y a pas vraiment eu de rupture entre l'État franquiste et l'État espagnol aujourd'hui, ce qui énerve d'ailleurs les Catalans qui estiment que l'État de Madrid est toujours l'État franquiste. Et l'Espagne entre elle aussi dans la communauté économique européenne en 86. Donc voilà, démocratisation en Europe. Ensuite, dans le monde, le fait principal de ces années 70-80, c'est la fin de la guerre froide et la chute de l'URSS. Alors, l'URSS est en difficulté pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que économiquement, ça ne va plus. Les biens de consommation produits en URSS n'arrivent pas à suivre la demande. Il n'y a pas très peu de voitures, très peu de téléviseurs par habitant. Bref, on est une société qui est sous-modernisée, alors qu'on a un pays qui a des dépenses militaires abyssales toujours. Et ça, il faut le moderniser. Ensuite, il y a un autre problème. Bon, il y a eu le Tchernobyl qui va mettre un coup terrible parce que les Russes ne vont pas dire ce qui se passe. Et ça va provoquer un certain nombre de problèmes. Les Russes n'ont pas pris la révolution de l'informatique et sont en retard technologique. Enfin, il y a une demande d'indépendance de la part des républiques socialistes soviétiques. Ça commence, bref, à tirer de tous les côtés. En 1985, à la suite d'Andropov, c'est Mikhail Gorbatchev qui est nommé premier secrétaire du Parti communiste. Gorbatchev qui va mettre en place deux politiques, la glasnost, la transparence, et donc qui va permettre une libre expression politique, notamment dans les républiques soviétiques. Et donc Moscou ne va plus avoir son mot à dire dans tout ce qui se passe dans le bloc. Et ça va entraîner une première fissure du bloc, on le verra tout de suite. Et la perestroïka, qui est une réforme économique qui vise à permettre un peu de libéralisme dans l'économie. Bref, c'est le renouveau soviétique. Alors ça commence à craquer dès l'année 88-89, avec des demandes d'indépendance qui émanent de Lituanie. En 88-89, c'est la Hongrie qui commence à ouvrir ses frontières. L'Allemagne de l'Est qui n'est pas soutenue par Moscou dans la répression des manifestations. Le mur tombe en novembre 89. C'est la fin des blocs. Mais après la fin des blocs, c'est l'URSS elle-même qui explose parce que dès l'année 90, il y a une demande d'indépendance de la part des républiques baltes. Et en 91, c'est la Fédération de Russie elle-même qui met le coup de poignard dans le cœur de l'URSS en demandant l'indépendance de la Russie. Et donc les pays de la fédération sortent tous. C'est la création de la CEI, Communauté des États indépendants, les accords d'Alma-Ata début décembre 1991. Et le 25 décembre 1991, Gorbatchev annonce sa démission de président de l'URSS. Il n'aura pas de remplaçant, il en est terminé de l'URSS. L'URSS a donc implosé de l'intérieur et ce sont des États nouveaux qui apparaissent, dont certains seront des démocraties. Donc voilà, l'autre fait important politiquement, c'est l'émergence de cette démocratie occidentale et sa victoire finale symbolisée par la chute de l'URSS. Enfin, dernier point, les équilibres géopolitiques changent. En effet, il y a deux changements importants. Tout d'abord, c'est l'émergence de l'islamisme et ses conséquences. Et ensuite, on verra, c'est l'émergence de la Chine et l'arrivée de l'hyperpuissance américaine. Alors déjà, du point de vue de l'émergence de l'islamisme, on va tout d'abord parler d'un événement, c'est la révolution iranienne de 79.
Alors tout commence à la fin de l'année 78, le Shah est violemment remis en cause par des manifestations, il est pro-américain, le Shah, et cela ne passe plus auprès d'une partie de la population iranienne qui demande plus de liberté d'expression parce que le Shah c'est un régime extrêmement dictatorial. Donc dans les révoltés iraniens, il n'y a pas que des islamistes au début. Seulement la star d'une partie des Iraniens, c'est l'ayatollah Khomeini, qui d'ailleurs est en France, gardé bien au chaud par les Français. Cette révolution débouche sur la mise en place, donc sur la fuite du Shah et la mise en place d'un régime islamique, d'une république islamique. Cette république islamique a pour but de mettre en place un système politique totalement différent, dominé par les Pasdaran, les gardiens de la révolution, qui garantissent une théocratie dans laquelle ce sont les mollahs, donc les gardiens de la révolution, qui ont les pouvoirs et qui garantissent une société conservatrice. Donc ça revient au discours de l'ayatollah Khamenei qui dit nous ne sommes pas contre le cinéma, mais nous sommes contre la pornographie. Nous ne sommes pas contre les droits des femmes, mais nous sommes contre l'anarchie. Et donc, il vise à dire, l'ayatollah Khomeini, que les femmes doivent porter le voile, que les valeurs occidentales de liberté individuelle doivent être remises au second rang, et on applique la charia en Iran. Cette révolution en Perse, donc la Perse c'est l'Iran, conduit à des émules dans les pays dans les pays arabes. Donc l'Iran soutient la création du Hezbollah en 82, qui sera une émanation de l'Iran en Syrie, mais surtout au Liban. Il va également soutenir le Hamas, l'Iran, bien que le Hamas soit sunnite, et il va soutenir les autres mouvements islamistes. Entre 80 et 88, l'Iran sera en guerre contre l'Irak, l'Irak soutenu par les Américains et par la France notamment. L'Iran fera des attentats rétroactifs, notamment en 86 en France. Et du coup, l'islamisme apparaît comme très fort. Du coup, il y a une course à l'islamisme dans le monde arabe, avec la guerre d'Afghanistan qui développe les moudjahidines afghans qui sont liés aux islamistes et qui sont ensuite nommés les talibans. Les intifadas déclenchées notamment par l'influence du Hamas qui est fondé en 87 sont aussi à mettre sur le compte du développement de cet islamisme, sans compter le mouvement wahhabite, qui déjà en essor depuis un moment en Arabie Saoudite. Voilà, donc cette république islamique chiite qui est nommée en Iran est un catalyseur de cette montée de l'islamisme à ce moment-là. Ensuite, l'autre changement géopolitique, c'est la montée de la Chine. On y a déjà parlé avec l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, mais la Chine qui récupère la place de Taïwan à l'ONU en 72, reconnue par les Américains. La Chine populaire qui, elle, en 89, ne tombe pas en réprimant les émeutes de la place Tiananmen. Au contraire, la Chine se maintient après 89 jusqu'à aujourd'hui avec l'omniprésence du Parti communiste chinois. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir que la Chine a pris le pouvoir libéral des années 80 en libéralisant en partie son économie, mais n'a pas pris le virage libéral d'un point de vue démocratique en maintenant sa dictature. Enfin, on en arrive au bilan de cette guerre froide. Et bien, bilan de cette guerre froide, c'est la victoire finale des Américains. Ce que Hubert Védrine qualifiera d'hyperpuissance. Hyperpuissance américaine qui est marquée par la domination dans les années 90 des États-Unis. Victoire économique. Les États-Unis sont, dans les années 90, de très loin la première puissance économique mondiale. Victoire du système économique américain. Capitalisme qui s'étend au monde entier, y compris à la Russie, dont les oligarques en profiteront. Même à la Chine, avec la libéralisation en Chine, mais également victoire culturelle des Américains avec l'individualisme qui se développe comme une valeur dans le monde au travers du soft power américain, des McDonald's que l'on connaît bien au travers des chansons, du mode de vie américain. Et ça, le soft power américain connaît son apogée dans les années 90. Donc voilà, on en a terminé sur les changements dans le monde dans les années 70 et 90. Donc on a vu que la guerre froide c'était terminé, qu'on en arrivait à l'hyperpuissance américaine. Et donc dans un deuxième temps, on va voir les changements en France.